Joyeux Noël à tous. Pourquoi on se retrouve le jour de Noël? Évidemment parce que j'étais obligé de chercher des histoires, des anecdotes qui ont un rapport entre le foot et Noël. Et je vous ai dégoté deux histoires pas trop connues, alors accrochez vos ceintures, on est parti. Direction la Belgique. Vous l'avez vu au titre de la vidéo, oui, un jour le foot a bien réussi à stopper une guerre. On va se remettre dans le contexte rapidement. 1914. Tensions politiques, tensions économiques, des frontières qui conviennent pas vraiment à un bon nombre de pays en Europe. Et tout ça, ça va amener la Première Guerre mondiale. Ça commence le 28 juin 1914. Assassinat de François Ferdinand à Sarajevo, héritier du trône d'Autriche-Hongrie. Forcément, les Autrichiens ils sont pas trop contents, ils commencent à déclarer la guerre à la Bosnie. Origine de la personne qui a assassiné l'héritier au trône. Bon, et puis on le sent très vite venir, hein, les alliés de l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne, l'Italie entre autres. Ils commencent à déclarer la guerre un petit peu à tout le monde. Et du coup, en face, on se retrouve avec une deuxième équipe, avec les Anglais, les Français, les Russes. En gros, c'est ça. Et on va avoir une Europe bien divisée en deux qui va commencer à se battre dès 1914. Là, tu te demandes peut-être qu'est-ce que va venir foutre le foot au milieu de tout ça et à quel moment il arrive. J'y viens. Le combat fait rage pendant quelques mois. On est toujours en 1914 et on arrive au mois de décembre. Le front, il se situe à peu près à cet endroit-là. On est en Belgique, tout proche de la frontière française. Les soldats anglais ont traversé la Manche et ont rencontré sur leur route forcément les soldats allemands. Si je dis pas de bêtises, la guerre des tranchées a déjà commencé. On est sur un front où il pleut énormément, croyez-moi. Je connais un petit peu la Belgique, je sais que ça pleut beaucoup. Et en décembre, il commence à faire très froid, c'est très humide. Il y a de la boue partout, il y a deux camps avec deux trous. Et le No Man's Land au milieu. Si t'as bien écouté ton prof d'histoire, normalement je suis pas obligé de t'expliquer ce qu'est le No Man's Land. Vaut mieux pas y aller. Je reviens à l'objectif du jour, vous expliquer ce que fait le foot à cet endroit-là. On arrive au 25 décembre 1914, jour de Noël. Et là, il y a le pape de l'époque, Bénédicte XV, qui va demander un cessez-le-feu. Les différents chefs de colonie, là, ils sont pas hyper contents de la trêve. Hein. À quel moment t'arrêtes une guerre comme ça, du jour au lendemain, juste pour fêter Noël? Ils envoient gentiment promener le pape, limite, ils ne l'écoutent même pas. Sauf que cette déclaration, je sais pas à l'époque comment ils ont pu savoir, mais cette déclaration, elle arrive jusqu'aux oreilles de certaines colonies allemandes et anglaises. Et à la fois les soldats allemands et les soldats anglais, sur ce front en Belgique, eh ben ils vont poser les armes. Et il y en a qui vont commencer à sortir et à se diriger vers le No Man's Land. Ceux d'en face ne leur tireront pas dessus. Et c'est comme ça qu'en fait ils vont célébrer Noël ensemble. Ils commencent à chanter chacun de leur côté. Après ils se rejoignent au milieu du No Man's Land, fêtent Noël, discutent, parlent de leur vie, s'échangent leur adresse pour s'envoyer des lettres après la guerre. On n'imagine pas à ce moment-là que quelques heures plus tôt, ils étaient en train de se tirer dessus avec juste pour ordre de tuer les soldats du camp d'en face. Et après quelques chants, ils décident tout simplement d'organiser un match de foot. Sur le champ de bataille, les soldats utilisent alors leur képi pour former des cages, plus ou moins réalistes. Hein. Je sais pas où ils ont trouvé le ballon, me demandez pas. Mais ils avaient un truc qui ressemblait à peu près à un ballon. Et pendant quelques minutes, ils vont disputer un match de foot, assez engagé quand même, a priori, d'après les retours. Mais ça va marquer à vie les combattants qui y ont participé. A priori, ça serait les Allemands qui auraient gagné le match sur le score de 3-2. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est que ça a vraiment rassemblé les deux camps. Ce match sera baptisé la trêve de Noël. Si je dis pas de bêtises, il y a même un film qui est sorti dessus. Mais dedans, on ne parle pas du match de foot, tout simplement parce que ça a été pendant longtemps une légende. On savait pas trop si c'était vrai. Et en 2012, ils ont retrouvé de nouvelles lettres de la part de certains combattants qui déclaraient avoir vécu un moment juste incroyable. Aujourd'hui, si vous vous rendez en Belgique, à l'endroit précis où a eu lieu cette trêve de Noël, vous pourrez retrouver une croix déposée par les Britanniques en 99, mais également un monument déposé par l'UEFA en 2014 pour célébrer justement ce match. Et puis dernière petite anecdote sur cette histoire, en 2014, des soldats allemands et des soldats britanniques ont rejoué ce match 100 ans plus tard, et cette fois-ci c'est les Anglais qui se sont imposés. Malheureusement, une fois le jour de Noël terminé, la guerre reprit, et les amis du 25 décembre étaient de nouveau devenus les ennemis quelques heures plus tard. Bon, cette fois-ci, après l'histoire, on va faire un petit peu de géographie. Direction la Finlande. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter? On va aller tout au nord de la Finlande, à Rovaniemi, capitale de la Laponie. Si vous connaissez pas cette région, c'est connu pour deux choses, le froid et le Père Noël. Le centre-ville est situé à peine 10 km du cercle polaire. La moyenne des températures à l'année, on est sur du 0,2 degrés. C'est pas un endroit hyper propice pour jouer au foot. Et même si on paye, je ne sais pas si j'irai habiter là-bas. Parce que se lever le matin
avec le soleil, ouvrir la fenêtre au mois de décembre et se taper un petit -20, non merci. Pourtant, il y a quand même 60 000 habitants dans cette ville. C'est pas à prendre à la légère, hein. Je vous ai parlé du froid. Alors pourquoi le Père Noël? Tout simplement parce que c'est censé être là-bas, le village natal du Père Noël, le village où il vit. Ils ont d'ailleurs reproduit le village du Père Noël qui est visité par des milliers et des milliers, je sais même pas si on peut pas dire millions de personnes chaque année. C'est une vraie attraction touristique. Et du coup là-bas le Père Noël c'est à la fois un mythe mais aussi un business, on va pas se mentir. Et du coup en 1992 il y a 2 clubs de foot de la ville de Rovaniemi qui vont fusionner. Et en cherchant un nouveau nom, ils vont tout simplement l'appeler Joulupukki. Non je déconne, ils vont pas l'appeler comme ça. Parce que le finlandais, ben personne le comprend. Alors que si tu traduis tout simplement en anglais, ça donne le FC Santa Claus. Et là c'est beaucoup plus vendeur. Il y a bien un club de foot dans le monde qui s'appelle le FC Père Noël. Même leur petit logo, hein, il y a un petit Père Noël en train d'écrire une petite lettre ou une petite liste. C'est très marketing, mais alors est-ce qu'ils jouent vraiment au foot ou est-ce que c'est juste pour faire 2-3 photos? Eh ben non, ils jouent au foot. Là actuellement ils sont en 6ème division finlandaise, je vous laisse imaginer les niveaux. Mais pendant un moment ils ont quand même évolué jusqu'à la 3ème division nationale. Et en Finlande ça marche pas exactement pareil. Ça prendrait des heures à vous expliquer pourquoi. Mais il y a souvent des joueurs meilleurs en 3ème division qu'en première, tout simplement parce qu'ils sont mieux payés dans cette 3ème division. Bref, c'est un bazar pas possible, ça mériterait une vidéo à part entière. En 2010, ils ont même failli rejoindre la 2ème division, mais ils ont perdu au barrage. Les dirigeants du club ont écrit bien sûr une légende, tout un contexte, une histoire autour de ce club qui est finalement très récent. Ça serait les lutins du Père Noël qui auraient fondé le club en jouant un jour avec un ballon de foot dans la neige. Anecdote dans l'anecdote, le club a dû demander la permission au Père Noël, le vrai, pour pouvoir lui donner ce nom. Deuxième anecdote dans l'anecdote, le Père Noël est aussi un petit peu l'entraîneur du club. Il vient à quelques matchs en mode mascotte, mais il s'assoit des fois sur le banc. Les couleurs du club, assez simple à deviner. Le bleu et le jaune. Non, évidemment, le rouge et le blanc. Et le maillot extérieur, le vert et le blanc. Comme ça, on est dans le thème Noël. Ils ont 10 sur 10. Bon, et si ce club est réellement un club de foot qui joue vraiment des vrais matchs, avec une vraie équipe, même si la plupart des joueurs c'est des étudiants et compagnie, parce que dans tous les cas ils seront pas payés, c'est un club assez marketing qui fait beaucoup parler de lui dans le monde entier, notamment à la période de Noël évidemment, et du coup ils en profitent pour faire pas mal d'événements caritatifs, beaucoup en partenariat avec l'UNICEF, donc c'est finalement une super initiative. J'ai essayé de chercher s'il n'y avait pas un joueur un petit peu connu qui était passé par là-bas, et ben j'ai quand même trouvé un petit truc. Le frère de Thomas Radecki, je sais même pas si je l'ai bien dit, il a joué là-bas. Vous aurez appris quelque chose. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter. Ils ont déjà joué contre Crystal Palace, c'était pris 5-0. Ils avaient déjà joué contre West Ham aussi, mais j'ai pas le résultat du match. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire, hein. Je vais pas inventer des choses sur ce club que je ne connais pas trop. Même si j'avoue que ça me chaufferait plutôt bien. Enfin du coup non, ça me chaufferait pas de me rendre en Finlande, voir un petit match du Santa Claus FC, ça pourrait être très sympa. C'est pas prévu pour demain, mais pourquoi pas un jour faire ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à l'aimer et à commenter si tu veux un autre épisode. Moi je te raconte des histoires, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, profitez bien. Je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube. Ciao!